Coucou la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de football. Et aujourd'hui, on va parler de droit match de Première Ligue. Manchester City qui perd aujourd'hui 2-1 face à Wolverhampton. Arsenal qui s'impose 4-0 face à Bournemouth. Et aussi Manchester United qui perd aujourd'hui, encore une fois, face à Crystal Palace. Donc on va commencer directement cette analyse avec le match City Wolverhampton, pardon, je suis un petit peu perdu. City, Wolverhampton. Le match n'a pas été un si mauvais match de la part de Manchester City. Je préfère dire magistrale performance de la part des joueurs de Wolverhampton. Aujourd'hui, qui sont venus et qui n'ont pas démérité leur victoire. Franchement, une équipe cohérente sur le papier avec un trio d'attaque, Anwin Chan, Matheus Cunha et Pedro Neto sur le côté droit qui a fait très très mal à Nathan Ake. Donc, je peux le dire une chose, la victoire n'est pas déméritée. City aujourd'hui, c'est leur premier match sans Rodri. Et on sait tous que Pep Guardiola, toute équipe que Pep Guardiola a eu à entraîner, il a toujours besoin de son regista, de son numéro 6, de son régulateur. Et Rodri est absent pour 3 matchs, dont le match face à Arsenal. Et aujourd'hui, ça a été le premier match sans Rodri et on a pu voir que City n'avait pas la maîtrise du ballon. Matheus Nunes et Kovacic, ils ont essayé de compenser, mais personne ne peut compenser l'absence de Rodri. Rodri, son travail, il sait ce qu'il doit faire. C'est le seul capable de le faire. Et dans ce collectif-là, quand tu n'as pas Rodri, quand tu as perdu Gundogan et que ton Kevin De Bruyne est blessé, tu n'as pas de milieu de terrain capable de répliquer les performances de ces trois messieurs. Donc franchement, aujourd'hui, City qui joue pas un mauvais match parce que en fait, à part les performances un petit peu négatives au niveau du milieu de terrain, Walker a su essayer d'apporter un petit peu de logique sur le côté droit. Nathan Ake et Jérémy Doku, ils ont essayé de compenser sur le côté gauche. Jérémy Doku qui a effectivement été replacé aujourd'hui sur le côté gauche, mais c'est un choix tactique, je pense, parce que Jérémy Doku est un provocateur dribbleur. Il a été mis sur le côté gauche, je pense, c'est pour faire reculer Nelson Semedo afin d'éviter les montées en permanence de Nelson Semedo sur le côté droit de Manchester City. Donc, aujourd'hui, performance collective aboutie de la part des joueurs de Wolverhampton. Il y a juste une performance qui m'a frappé aujourd'hui, c'est la performance d'Erling Haaland que j'ai trouvé très 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 médiocre. Et franchement, Erling Haaland, je ne sais pas si les défenseurs ont vraiment trouvé la solution pour le gêner, mais Erling Haaland aujourd'hui, il a été inutile dans le jeu de Manchester City. Et franchement, connaissant les équipes que Pep Guardiola a eu à coacher dans le passé, quand on regarde ce collectif-là et qu'on regarde un attaquant plus complémentaire comme Alvarez, je suis sûr que dans ce genre de match, Pep aurait bien aimé se passer de Erling Haaland. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrivait pas à le trouver. Il n'arrivait pas à dézonner. Il ne descendait pas. Il a raté toutes ses remises. Au niveau du milieu de terrain. Il n'avait pas de maîtrise. Il ne pouvait pas se dégager. C'était un match catastrophe de la part d'Erling Haaland aujourd'hui. C'est la première fois que je dois le dire, mais le cyborg norvégien a des failles. Il a des failles. Il est aussi un humain. On pense que c'est un robot, mais c'est un humain. Parce que franchement, aujourd'hui, Erling Haaland, je n'ai pas compris. Et Alvarez, pour moi, c'est l'un des attaquants les plus sous-cotés d'Europe. Parce que franchement, c'est un joueur exceptionnel. On a vu ce qu'il pouvait apporter dans une Coupe du Monde avec l'Argentine. Parce que dès qu'il est rentré, on a vu que c'était une toute autre équipe d'Argentine. Une toute autre attaque. Et Messi a pu se mettre en valeur. Mais franchement, aujourd'hui, Alvarez, je pense qu'il a son épingle. C'est difficile de tirer son épingle quand tu as devant toi un joueur comme Erling Haaland. Mais franchement, aujourd'hui, quand on voit la performance d'Erling Haaland, c'était très difficile de se dire, voilà, il vaut mieux le mettre sur le banc parce qu'aujourd'hui, c'était très, très, très compliqué face à Wolverhampton. Arsenal, aujourd'hui, qui s'impose face à Bournemouth. Aujourd'hui, Arteta qui est venu avec un collectif normal, pas de, comment je veux dire ça, bricolage. Declan Rice qui n'était pas blessé, on va dire, qui est revenu aujourd'hui et ça a fait énormément de bien à Arsenal. Ben White sur le côté droit, Zinchenko sur le côté gauche, Nketiah, Odegaard et Saka, ça ne change pas. Kai Havertz qui marque aujourd'hui son premier but en club après 24 matchs de disette et ça va lui faire du bien, je suppose. Et franchement, Arsenal qui se rapproche de Manchester City, qui se remet à un point juste avant leur choc, qui arrive très très vite. Donc franchement, la première ligue est lancée. Je pense que le haut de tableau, ça se joue ici. Maintenant, on va parler de l'autre équipe qui m'a un petit peu énervé. Manchester United qui perd aujourd'hui face à Crystal Palace. Je croyais que le problème, c'était le numéro 7. Je croyais que le problème, c'était Harry Maguire. Je croyais que le problème, c'était David De Gea. Maintenant, on va m'expliquer
Tous les investissements qui ont été faits par ce monsieur-là, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Parce que moi, je regarde cette équipe de Manchester United, j'ai envie de vomir. Vous comprenez? J'ai envie de vomir. Cette équipe ne joue absolument rien. Il y a un joueur sur le côté gauche qui fait énormément d'efforts, mais qui oublie que c'est un sport collectif. Bruno Fernandes, le pauvre, il essaie de faire ce qu'il peut au niveau du milieu de terrain. Casemiro, complètement perdu sur le terrain. Manchester United a eu une certaine cohérence dans le fond de jeu. Mais je suis désolé, quand tu regardes les performances de cette équipe ne peut aller nulle part. Parce que s'il n'y a pas de fond de jeu, il y a rien. Il y a rien. Je regarde l'équipe, je me dis, mais est-ce que c'est Manchester United ou si je sais pas, j'ai pas de mots. L'équipe n'est pas bonne. Les joueurs ne sont pas bons. Tu as eu l'affaire Greenwood il y a quelques années. Tu as un Anthony Martial qui te sert absolument à rien. Un Anthony maintenant qui est dans ses affaires judiciaires. Un Rashford qui pense qu'il joue tout seul sur le terrain. Bruno Fernandes qui lui joue avec énormément d'agacement et énormément de frustration. Eriksen parfois sur le terrain se sent complètement perdu. Casemiro le pauvre, il essaie de faire ce qu'il peut. La défense, ça, on n'en parle même pas. Et le gardien, lui, franchement, j'ai pas des mots. J'ai pas les mots. Tu perds une icône qui s'appelle David De Gea. Tu dis que tu le remplaces par André Onana. Et la justification de ce choix, c'est que tu as besoin d'un gardien qui joue avec le ballon au pied. Tu as besoin d'un gardien capable de relancer du pied. Onana, c'est pas Ederson, c'est pas Manuel Neuer, c'est pas Ter Stegen. Onana ralentit le jeu. Onana ralentit la relance de Manchester United. À la différence de Ederson, tu lui donnes la balle, il voit le jeu, il lance devant, il ouvre, il peut le faire. Onana, il prend la balle, il attend que tous les joueurs se replacent, ce qui ralentit la progression du jeu et ce qui permet à l'équipe adverse de venir monter, faire le pressing sur tous les défenseurs. Ça n'a aucun sens. Tu pouvais garder des Réa et garder Onana et les mettre en compétition. Mais tu ne veux pas te débarrasser d'un grand gardien comme David De Gea, le remplacer par Onana disant que soi-disant tu gagnes au change. Mais dès que Onana est venu, il ne fait qu'encaisser. Onana sur 15 ou 16 tirs, il a 16 ou 17 tirs cadrés, c'est 10 buts encaissés. Ça n'a pas de sens. C'est pas un gardien digne de Manchester United. Je vais toujours prendre la défense de David De Gea parce que David De Gea est une icône de Manchester United et il aurait dû mériter le respect. Malheureusement, ce monsieur-là, qu'on appelle Erik Ten Hag, n'a pas de respect. Il ne respecte pas les joueurs. Il ne respecte pas les icônes. Il ne respecte pas les statuts. Je peux comprendre qu'il a ce statut de grand entraîneur parce qu'il a fait un coup avec l'Ajax en 2019. Mais je suis désolé, c'est l'Ajax d'Amsterdam. Il l'a fait en Europe, mais c'est tout. Depuis ce moment, il a une étiquette de grand entraîneur et je ne le cautionne pas parce que ce n'est pas un grand entraîneur. Il ne peut pas adapter son jeu à la Première Ligue. Il pense que la Première Ligue, c'est comme la Eredivisie. Tu as du temps, tu n'as pas de temps, tu coaches Manchester United, une équipe qui a comme objectif chaque année de jouer le titre. Cette équipe ne peut jouer aucun titre, même une coupe. Cette équipe ne peut jouer aucun titre parce que les coupes donnent des places en Europe. Vous pensez vraiment que les équipes qui jouent les coupes, ils vont pas venir la jouer sérieusement? Donc tu joues l'Europe. Effectivement, et moi je vais le répéter encore une fois. Manchester United qui joue l'Europe, on va me dire oui, mais Erik Ten Hag il fait quatrième l'année dernière ou troisième, je ne me rappelle pas. Erik Ten Hag il fait quatrième, mais c'est parce que tu as deux équipes de Première Ligue qui ne se sont pas gérées l'année dernière et de peu tu passais pas en Ligue des Champions. Il y a Liverpool qui avait eu un début de saison très compliqué et Chelsea qui ne fait que dégringoler. Donc franchement, si ces deux clubs-là s'étaient gérés et avaient pondu une saison plus qu'honorable, je t'assure que Manchester United, même la Ligue Conférence, ils ne jouaient pas. Parce que franchement, quand tu regardes cette équipe de Manchester United, ça ne va absolument nulle part. Mais bon, comme c'est lui qui est encore là et que les Glazers sont encore là, on va voir jusqu'à où et jusqu'à quand les fans de Manchester United vont continuer à supporter ce genre de choses. Je me rappelle qu'ils avaient bloqué un match pour Solskjaer. Je vais voir s'ils ne vont pas bloquer le terrain pour Ten Hag et qu'on va demander sa démission. Parce qu'il n'a fait que détruire ce collectif. Et je peux cautionner qu'il n'a peut-être pas de joueurs. Mais est-ce que c'est de notre faute qu'il n'a pas de joueurs? Tu as eu un mercato pour dépenser ton argent. Tu m'as ramené Mason Mount, qui sort d'une saison plus que compliquée à Chelsea. Tu vas me chercher Olju, qui est un attaquant prometteur
et tu lui donnes littéralement l'étiquette de sauveur parce que El Jun, quand il signe la somme d'argent pour laquelle il signe, c'est littéralement la somme d'argent d'un titulaire. Tu as un Anthony Martial, tu ne te débarrasses pas de lui. Marcus Rashford, bon oui, il a fait une bonne saison l'année dernière, mais cette saison-là, c'est pas bon. Bruno Fernandes, tu n'apportes personne pour le seconder. Casemiro avec McTominay, c'est pas suffisant. En plus, tu perds Fred, qui était complémentaire à Casemiro. Tu forces Eriksen à jouer beaucoup plus bas sur le terrain. Tu perds Onana pour me mettre, comment on appelle là? Tu perds pardon Derea pour me mettre Onana. Tu as recruté Amrabat vraiment dans les dernières secondes, mais Amrabat l'autre jour tu me l'as mis latéral gauche, même si Amrabat dit qu'il peut jouer tout partout juste pour faire plaisir à l'entraîneur, mais tu n'es pas là pour ça. T'es pas là pour ça. Parce qu'il faut savoir que dans le football, il y a ce qu'on appelle la cohérence sportive. Une défense, une défense solide, c'est une relation. C'est a partnership, comme ils le disent en anglais. It's a partnership. You have to collaborate with your defenders and your midfielders. Tu dois avoir cette corrélation avec ton milieu de terrain et ton défenseur. Le défenseur, quand, je me rappelle, Real Madrid 2012, quand Sergio Ramos et Pepe, ils ont devant eux Alonso, Khedira ou bien Lassana Diarra, ils peuvent être plus posés parce qu'ils savent qu'ils ont des joueurs devant qui peuvent remplir une bonne partie de leur travail. Casemiro, il est tout seul. Tu ramènes Amrabat. Au lieu de faire un double pivot, tu me le mets latéral gauche lors du match l'autre jour et tu gagnes. Bravo! Bravo! Chance pour toi. Mais c'est pas ça. Tu dois avoir une cohérence. Maguire, moi je le dis, tu passes une défense à 3 défenseurs, Maguire, Lindelof, Lisandro Martinez ou bien Raphaël Varane, peu importe qui tu veux mettre, tu mets Maguire en tant que pur libéraux pour essayer de gérer la défense et d'être le dernier défenseur à marquer. Tu prends un double pivot, Amrabat et Casemiro, et tu me mets Eriksen ou Bruno Fernandes devant les deux là pour pouvoir amener le danger en avant. Tu mets un système à deux attaquants avec Rashford et Ojun, parce que c'est lui qui a les plus bons appels, parce que Martial, lui, on n'en parle pas. C'est comme City, tu fais Alvarez-Haaland, et bien tu fais Ojun-Rashford, c'est la même chose, et puis tu essaies de voir où tu peux aller, mais tu continues à nous prendre des performances, mais bon, en tout cas, la vidéo a été assez longue, donc on se retrouve très vite pour le match Real Madrid-Girona, donc sur ce, la famille, restez en paix, en santé, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.